Nous sommes une association de chercheurs et investigateurs dans le domaine de la généalogie, spécialisée dans l'histoire ancienne de Paris et de la France au XIXe siècle. Nous avons passé quelques années à décrypter l'histoire de Paris, à en étudier les secrets, à parcourir le dédale de ses rues. Paris garde depuis des siècles des mystères. On classe souvent ses affaires dans le surnaturel, les mythes ou les légendes, les croyances populaires. Il n'en reste pas moins qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des faits, des concordances, des témoins de bonne foi. Historiens, scientifiques, investigateurs divers et autres policiers n'ont pu les résoudre. Il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles et d'approcher au plus près de la vérité. Voici Paris tel que vous ne l'avez encore jamais vu. C'est dans le plus grand cimetière parisien que débute notre enquête. Un lieu peuplé de secrets et d'énigmes, le Père-Lachaise. On y trouve la tombe d'un des personnages les plus mystérieux de Paris, Allan Kardec. Kardec a créé un mouvement, le spiritisme, fondé sur l'idée que l'on pouvait communiquer avec les esprits. Sa tombe est la plus visitée du cimetière du Père-Lachaise. Le monde entier continue de venir le voir, presque 150 ans après sa mort. Établir un contact avec l'au-delà. Pouvoir entrer en communication avec les morts. Les affirmations d'Allan Kardec fascinent toujours autant aujourd'hui ceux qui croient en ses préceptes. Et si c'était vrai, Allan Kardec a-t-il vraiment trouvé le passage pour communiquer avec les morts? La réponse se trouve ici, à Paris. Pour mieux comprendre toute cette histoire, il faut remonter quelques années en arrière. Tout commence aux États-Unis, avec la naissance du spiritualisme dans les années 1840. Ce mouvement va se développer avec les sœurs Fox. Durant la nuit du 31 mars 1848, dans une petite ferme à Hydesville près de la ville de Rochester, dans l'État de New York, Margaret et Kate, les filles du pasteur David Fox, entrent en contact avec un esprit. Cette entité se manifeste en frappant des coups sur les murs et en soulevant les pieds des tables. Les événements de Hydesville sont retentissants. Ils donnent naissance à un véritable phénomène de société qui traverse l'Atlantique. On communique avec les esprits lors de séances de table tournante, dans lesquelles les médiums sont des passeurs, des transmetteurs. Quand le spiritualisme arrive à Paris tout auréolé de la légende des sœurs Fox, il va intéresser un petit professeur du nom de Denisard Hippolyte Léon Rivaille. Rivaille a alors 50 ans. Il donne des cours de chimie, de physique, d'anatomie et d'astronomie. Il est l'auteur de plusieurs manuels de sciences à l'usage scolaire. Il s'intéresse au somnambulisme, au magnétisme et à l'hypnotisme. Deux sentiments animent Rivaille, le progrès scientifique du XIXe siècle et l'explication des phénomènes occultes. Des amis lui parlent un jour du phénomène des tables tournantes. Rivaille est intrigué. Il dévore les comptes rendus sur la question. Peu à peu, la passion le gagne. C'est ici que tout a commencé. À 2 pas de l'opéra et des grands magasins, comme le Printemps qui ouvrira 10 ans plus tard. En 1855, Rivaille rencontre un magnétiseur. Un certain Fortier, qui l'emmène chez Madame de Pleine Maison, un mardi à 20 h, au 18 de la rue Grange Batelière.
Madame de Pleine Maison est connue pour organiser chez elle des séances où l'on communique avec les esprits. Pour Rivail, c'est la révélation. Il entre en communication avec un esprit dénommé Zéphyr, qui lui donne pour mission de se faire le porte-parole des trépassés. Il abandonne alors même son nom de Rivail, puisque l'esprit lui révèle. Nous vivions tous les deux ensemble, il y a bien longtemps, dans les Gaules, nous étions amis, et tu t'appelais alors Allan Kardec. Mais comment marche cette communication avec les esprits? Comment font les médiums pour parler aux défunts? Est-ce de la transmission de pensée? Une réponse nous venant directement du monde des scientifiques, qui nous disent qu'il y a des explications un peu plus sophistiquées de la façon dont fonctionnent les médiums. En fait, le phénomène médiumnique serait plutôt une capacité du médium d'aller lire dans l'inconscient des personnes qui sont autour de lui. Ces expériences que certains psychanalystes et certains psychiatres ont vécues avec leurs malades. Ces phénomènes qui existent et qui sont enregistrés sont bien au-delà du spiritisme, tout simplement parce qu'on les trouve dans toutes les civilisations, toutes les sociétés, et cela reste très actuel. Le spiritualisme est né aux États-Unis avec les sœurs Fox. Il s'exporte à Paris avec Allan Kardec. Il nomme ce mouvement spiritisme. Kardec développe cette doctrine et affirme que l'on peut communiquer avec les esprits. Certains spécialistes considèrent aujourd'hui que le spiritisme est la quatrième religion révélée après le judaïsme, le christianisme et l'islam. Selon les spirites, ils nous disent que s'il fallait définir de façon très simple le spiritisme, nous dirions que c'est une philosophie de vie, dont l'objectif est l'amélioration de l'individu. Allan Kardec a écrit plusieurs ouvrages, et le plus connu d'entre tous est le Livre des Esprits paru en 1857, dans sa première édition. Il y a eu beaucoup d'éditions depuis bien évidemment, et Kardec lui-même en a supervisé 4. Il contient 1058 questions dans sa dernière édition, et ce livre était très populaire, et a été traduit dans de nombreuses langues. À Paris, le spiritisme va prendre son essor. Le 1er janvier 1858, Allan Kardec crée la revue Spirit Passage Sainte-Anne au 59 de la rue Sainte-Anne, à son domicile. Il y publie des messages d'esprits illustres, tous siècles confondus, ainsi que des témoignages d'inconnus. La revue est un succès. Il fonde 3 mois plus tard la Société des études spirites. Des réunions spirites ont lieu au 8, rue des Martyrs de la mi-octobre 1857, jusqu'au 1er avril 1858. Comment pour le simple quidam, qui passe dans cette rue aujourd'hui, imaginer qu'ici, cette porte s'est un jour ouverte sur l'au-delà. Certains affirmèrent qu'il était possible de dialoguer de différentes manières avec les esprits. Médiumnité, coup frappé sur des objets, voix venue du fluide invisible des esprits. Bien avant le spiritualisme et le spiritisme, la pratique des tables tournantes est connue depuis la nuit des temps. Voici comment à l'époque de Kardec se déroulait une séance spirite. Rien n'a vraiment changé. De jour ou de nuit, un petit groupe connu de vous. Amis, relations, parents. Pas plus de 6 ou 7. Il faut cacher les miroirs à l'aide d'un voile. Il faut veiller à l'obscurité de la pièce. Lumière tamisée, bougie, une petite table ou un guéridon. Il faut poser les 2 mains sur la table, mais très légèrement. Une personne va conduire la séance du début jusqu'à la fin. Si l'intention est de convoquer un esprit bien précis, il faut penser très fort à cet esprit,
en ayant le désir de sa manifestation. Silence absolu, attendre. Invoquer cet esprit. Esprit, es-tu là? Léger soulèvement de la table, ou mouvement circulaire. Si quelque chose tourne mal, ou vous angoisse brutalement, arrêtez aussitôt. Les tables tournantes font tourner les têtes du tout Paris. De nombreuses personnalités de la communauté artistique et littéraire sont séduites par le mouvement. Beaucoup d'entre elles vont pratiquer des séances de spiritisme pour entrer en contact avec les morts. Le dramaturge Victorien Sardou s'essaye à la peinture médiumnique, car il est convaincu que le céramiste de la Renaissance Bernard Palissy lui tend invisiblement la main. L'écrivain Théophile Gautier écrit des nouvelles autour du spiritisme. L'astronome Camille Flammarion fréquente le fantôme de Galilée. En 1887, tandis qu'il crée le personnage de Sherlock Holmes, Conan Doyle organise chez lui des séances de spiritisme. Mais le plus célèbre adepte du mouvement lancé par Kardec, c'est lui, Victor Hugo, l'immense écrivain. L'une des plus grandes personnalités du XIXe siècle. Sa maison qui se trouve place des Vosges à Paris, au cœur du Marais, existe toujours. En exil sur les îles anglo-normandes et entouré de sa famille et de ses proches, Hugo se lance dans des séances de table tournante. Cela ne marchera pas au départ, puis un jour, après plusieurs tentatives infructueuses, la table enfin parle et tout le monde reconnaît dans l'esprit qui s'annonce, Léopoldine Hugo, la fille de Victor Hugo. Léopoldine est morte 10 ans plus tôt, quelques mois après son mariage, en se noyant dans la Seine lors d'une promenade en bateau, avec son mari qui l'a accompagnée dans la mort. C'était un traumatisme terrible pour Victor Hugo. C'est un choc qui avait électrisé toute la famille, et à ce moment-là, cela va déchaîner une folie pour les tables parlantes, et on va faire des séances de spiritisme toutes les nuits, voire même dans la journée, et on va avoir ainsi une production de textes tout à fait sidérant. Tu me parles du fond d'un rêve, comme une âme parle au vivant, comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Hugo semble se perdre dans le spiritisme, toujours à la recherche de sa fille chérie. Léopoldine n'avait pas encore 20 ans au moment de sa mort. Pour les cercles spirites qui se constituent, le fait d'une personnalité aussi importante que Victor Hugo ait pratiqué le spiritisme et fait parler les tables, était quelque chose d'extrêmement important, et on a dans la revue d'Allan Kardec plusieurs articles consacrés à Victor Hugo. Le mouvement s'amplifie, à l'image de Victor Hugo et des siens, tout Paris veut faire tourner les tables. Kardec est salué comme l'élu de Dieu. On veut le voir, on veut le rencontrer, on veut l'entendre. On lit Kardec dans les chaumières et les palais. Les disciples se multiplient. Kardec irradie. Kardec semble avoir reçu une mission quasi divine. Napoléon III le fait venir aux Tuileries pour s'entretenir avec lui. Kardec pense que l'idée spirite peut devenir la croyance universelle. Les idées de Kardec se propagent dans le monde entier, et notamment au Brésil. En France, le spiritisme lorsqu'il a commencé à se propager, était plus l'apanage de l'élite intellectuelle, de la science. Il y a eu toutes ces phases d'expérimentation, d'investigation et il y a au Brésil, une approche qui était très différente. Au Brésil, c'est surtout par la mise en œuvre, de l'aspect moral, que le spiritisme s'est propagé. Et puis il faut savoir que c'est le pays qui connaît le plus de spirites, avec un nombre compris entre 3 millions, et demi et 4 millions. Le fait également que à cause de l'immense pauvreté, qui règne dans ce pays, la charité morale organisée par les spirites,
a tout de suite trouvé un creuset extrêmement réceptif. Kardec meurt le 31 mars 1869, et c'est le début d'un engouement et d'un mouvement qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Paris nous en apporte toujours la preuve. De nombreux adeptes brésiliens viennent régulièrement se recueillir devant la tombe d'Allan Kardec, au cimetière du Père-Lachaise. Kardec disparaît, mais de nombreuses mystifications vont être mises au jour, autour de séances de table tournante. Margaret Fox, l'une des deux sœurs Fox, se repent à la fin de sa vie, et avoue sa supercherie dans un long article paru dans un journal américain. Malgré cela, beaucoup refusent de la croire, et le mouvement perdure encore. Daniel de Neuglassomme, célèbre médium adulé à cette époque, est à son tour démasqué au cours d'une séance devant l'impératrice Eugénie. Tout comme l'italienne Zappia Palladino, ou la russe Elena Blavatsky, toutes les deux coqueluches des scientifiques et des cours européennes. Les mythes s'effondrent. L'illustre Méliès, prestidigitateur, et futur pionnier du spectacle cinématographique, est appelé comme expert. En tant que spécialiste des trucages et de l'illusion, il révèle comment les expériences des spirites ne sont que de pure mascarade. Spiritisme, médiumnité, voyance, somnambulisme, prestidigitation, c'est la confusion. Il n'y a plus de frontière entre les expériences scientifiques et les tours de magie. Mais quel rôle a joué Kardec dans tout cela? En 1835, la ville de Paris avait attribué une concession à un certain Lacaze, physicien, prestidigitateur, qui vendait dans une boutique toutes sortes d'accessoires de physique et de magie. Après la Révolution de 1848, il ouvre une petite salle au carré Marigny proche des Champs-Élysées, et présente des spectacles de physiques amusantes, de fantasmagories, de curiosités et de bouffonneries spirites, dans lesquels il convoque déjà les esprits frappeurs, bien avant l'arrivée du spiritisme. D'abord appelé le Château d'Enfer, sa salle sera connue comme le pavillon Lacaze, ou la baraque Lacaze, avant de devenir en 1865, les Folies Marigny, puis le Théâtre Marigny. Et Kardec était aux premières loges. Quand il s'appelait encore Rivaille, il a été employé par Lacaze comme régisseur de spectacle au carré Marigny. Il était donc forcément au courant des astuces des magiciens. Il connaissait tous les dispositifs utilisés dans ces mises en scène, destinés à faire illusion. Ce serait sans doute là, l'une des clés du mystère. Reste une question. Pourquoi cette passion folle pour le spiritisme? Les réponses sont nombreuses. L'époque s'y prêtait, on y croyait. En cette moitié du XIXe siècle, on cherche à répondre à l'angoisse de l'existence. On commence aussi à maîtriser l'électricité, qui permet de faire apparaître ce que l'on prend pour des visions. Tout s'est brouillé entre croyances diverses, progrès scientifiques et phénomènes de foire. Peut-être Rivaille y a-t-il cru de bonne foi, peut-être s'est-il perdu dans un mensonge. Qui sait? Mener une enquête rigoureuse et précise peut nous amener à éclaircir certaines énigmes en totalité ou en partie. Mais il existe d'autres mystères à Paris concernant ce personnage. Les indices et les clés de ces énigmes sont à chercher dans les livres anciens, dans des bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris, ou dans les sous-sols d'un bâtiment. Parfois, à la lumière d'une bougie, ou au cœur de la nuit. En recoupant les documents, les archives, les témoignages,
Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.